Bonjour et bienvenue dans le journal d'Escamien. Donc commençons par les actualités économiques avec des nouvelles venues de la Chine. Donc Evergrande a toujours 260 milliards d'euros de dette. Le cours en bourse s'est effondré de plus de 10% lors de la reprise de cotation le jeudi 21 octobre, alors qu'il a été suspendu depuis le 4. Cela traduit la faible confiance des investisseurs alors que la note Standard & Poor's est à 6 extrêmement spéculatif. À cela s'ajoute l'échec de la vente d'une filiale à un autre promoteur chinois qui devait rapporter plus de 2 milliards d'euros au groupe. Au 9 octobre 2021, 9h40, le CAC 40 est à 6687 points, en hausse de 3,71% sur un mois. Nous constatons de vives tensions sur la chaîne d'approvisionnement mondiale, suite aux coupures de courant en Chine et l'instauration de quotas carbone, ce qui induit une limitation de la production. De plus, les difficultés de transport demeurent grandissantes. Selon Bloomberg, le prix d'un conteneur pour un trajet Chine-USA ou USA-Europe a triplé depuis le début de l'année, atteignant 15 000 $ par EVP. De plus, le délai d'attente entre la demande de transport et la livraison n'a jamais été aussi long, à plus de 21 semaines, toujours selon Bloomberg. La paire euro-dollar est en hausse de 0,53%, 1 euro vaut 1,666 $. Le Brent à 84 $, en hausse de 7,79% sur un mois. Il participe à la crise de l'énergie en Europe, avec l'augmentation spectaculaire du prix du baril de pétrole, aussi bien WTI que Brent. Cela conjugué à la hausse des prix de l'électricité et du gaz. Cela contraint certaines entreprises à arrêter leur production, faute de rentabilité. Le VIX, indice de la peur, était de 7,33, en baisse conséquente de 27% sur un mois. L'or à 1800 $ environ, en augmentation sur un mois. C'est une valeur refuge, mais c'est une valeur première. Dans la valeur première, il y a la crise des semi-conducteurs, qui prend encore de l'ampleur. De nombreux secteurs sont touchés, mais plus particulièrement l'automobile et l'électronique. Pour ce qui est des constructeurs automobiles, Tesla a récemment publié des résultats records avec un résultat net de plus d'1 milliard de dollars sur le T3. L'entreprise d'Elon Musk qui est arrivée malgré cette crise à produire plus de voitures que l'année précédente. Les constructeurs européens sont quant à eux très impactés alors que Volkswagen et Ford ont arrêté leur production d'utilitaires. Renault Trucks produit un jour sur deux dans ses usines et Daimler, via sa marque Mercedes-Benz, est forcé de réduire la cadence, tandis que Daimler Trucks voit les camions produits à 99% s'entasser sur le parking de l'usine, faute de pièces telles que rétroviseurs ou encore pare-chocs. Le Bitcoin est à 60 000 $, en augmentation de presque 50% sur un mois, avec un plus haut historique récent, et la capitalisation dépasse maintenant la valeur de la masse monétaire de la Suisse et pourrait dans le moyen terme égaliser celle de l'argent à 1500 milliards de dollars. Cela fait du Bitcoin la 13e monnaie mondiale. Je vais à présent laisser notre reporter Jade Costini vous expliquer la réduction drastique de l'octroi de visa aux Algériens. Merci M. Carbignard pour votre introduction. Alors que l'Algérie et la France traversent une crise diplomatique, les tensions se cristallisent désormais autour de la question de l'immigration illégale. En effet, le gouvernement français a annoncé ce 28 septembre une réduction drastique de 50% du nombre de visas accordés aux ressortissants algériens. Pour justifier cette mesure, le gouvernement français a dénoncé le manque de coopération d'Algérie dans l'application des obligations de quitter le territoire français, autrement appelé OQTF, et dans la délivrance des laissez-passer consulaires qui permettent de reconduire dans leur pays d'origine les immigrés. Ainsi, cette décision est liée à l'objectif fixé par Emmanuel Macron en 2019 de voir 100% des OQTF exécutés d'ici à la fin de son mandat. Mais qu'est-ce qu'exactement une OQTF ? En France, les étrangers en situation irrégulière peuvent faire l'objet de différentes mesures d'éloignement. Depuis la loi Besson de 2011, l'obligation de quitter le territoire français est l'une des procédures les plus utilisées. Il s'agit d'une décision administrative exécutoire pendant une durée de 1 an. Celle-ci est prise par la préfecture pour expulser un ressortissant étranger du territoire français vers son pays d'origine. Selon les codes de l'entrée du territoire et de séjour des étrangers, les OQTF peuvent concerner un étranger entré irrégulièrement en France sans titre de séjour valide, un étranger qui reste en France au-delà de la validité de son visa, ou encore un étranger qui essuie un refus de délivrance ou de renouvellement de son titre de séjour. Cependant, avant de reconduire un étranger à la frontière, les autorités doivent déterminer sa nationalité. Lorsqu'il possède un passeport, cette procédure est simple. Cependant, de nombreux migrants en situation irrégulière détruisent leurs papiers d'identité afin de rendre difficile leur expulsion. La coopération des pays d'origine est dès lors indispensable pour les identifier à travers un laissez-passer consulaire pour faire exécuter la reconduite à la frontière. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, souhaite donc pousser les pays concernés à changer de politique et accepter de délivrer ces laissez-passer consulaires. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, entre janvier et juillet 2021, la justice a ordonné 7 731 OQTF, mais seulement 22 ressortissants algériens ont effectivement été expulsés. Le ministère de l'Intérieur a mis l'accent sur le fait que la France n'avait pu expulser que 0,3% des OQTF. Du côté algérien, le président Tebboune rejette ce chiffre de 7 000 et ne parle que d'une liste de 94 cas. Alors pour clarifier les chiffres, s'il y a bien eu 7 300 clandestins algériens visés par une telle procédure, la France n'a formulé que 597 demandes à Alger. Un taux qui reste trop faible pour le gouvernement français et qui justifie selon lui la réduction drastique de demandes de visa accordées pour l'Algérie. Pour appuyer
pallier le manque de coopération consulaire, le ministère insiste sur le fait que le taux d'obtention de laissez-passer demandés en Algérie était de 56% en 2019 et de 34% entre janvier et août 2020. Je vais à présent laisser ma place à Madame Pierron qui va vous présenter le rapport sur la pédocriminalité au sein de l'Église catholique. L'Église catholique est au cœur du scandale. Le chiffre fait froid dans le dos. Selon la commission Sauvé, chargée d'enquêter sur les agressions sexuelles commises par des membres du clergé catholique sur des mineurs, au moins 2900 pédocriminels ont sévi au sein de l'Église en France ces 70 dernières années. Ce constat n'a rien d'une exception. Voilà 2 décennies que les révélations et les rapports se multiplient dans différents pays. Après 2 ans et demi de travaux, cette instance présidée par Jean-Marc Sauvé a préparé un rapport de 2500 pages sur la pédocriminalité. La CIAZ évalue aussi le nombre de victimes et compare la prévalence des violences sexuelles dans l'Église à celles identifiées dans d'autres institutions, les associations sportives, colonies, écoles et dans le cercle familial. La commission évalue également les mécanismes notamment institutionnels et culturels qui ont pu favoriser la pédocriminalité. Les axes de développement sont nombreux. L'écoute des victimes, la prévention des actes pédocriminels, la formation des prêtres et religieux et la transformation de la gouvernance de l'Église. Au sein de l'Église, l'enquête sur les abus commis dirigée par le juge Sin Rayhan a débuté en 1999. Son rapport a dévoilé l'ampleur insoupçonnée des violences de tous ordres contre les enfants. Une autre commission a également révélé la dissimulation systématique par les institutions catholiques des violences sexuelles commises sur des mineurs, les 3 dernières décennies précédentes. En mars 2010, le pape Benoît XVI a présenté ses excuses dans une lettre adressée aux catholiques de l'île, reconnaissant la responsabilité de l'Église. Son successeur, François, a demandé pardon en 2018 lors d'une visite. L'État irlandais a mis en place un mécanisme d'indemnisation des victimes prises en charge à 90% par lui et le reste par l'Église. Environ 15 000 personnes ont demandé à en bénéficier. Pour autant, aux États-Unis, avec la libération de la parole des victimes, de nouveaux scandales pédophiles viennent d'éclabousser au fil des années le clergé américain. Cela mène à de nouveaux départs d'évêques accusés d'avoir dissimulé des faits graves infligés par des religieux, voire d'en avoir commis eux-mêmes. En tout, plus de 11 000 plaintes ont été déposées par des victimes, selon leur avocat. Les accords à l'amiable ont coûté des centaines de millions de dollars aux évêchés. Dans différents États, des enquêtes sont toujours en cours pour faire toute la lumière sur les crimes sexuels commis par des prêtres et ceux qui les ont dissimulés. Je vais maintenant laisser la place à Léana qui va vous présenter les travailleurs révoltés. Bonjour à tous, merci Madame Pierron de m'avoir si bien introduit. Je vais en effet aujourd'hui développer avec vous les derniers embrassements sociaux ayant eu lieu en France. Ils concernent le monde du travail car de nombreuses professions du secteur public se soulèvent contre leurs conditions de travail et appellent l'État à réagir. Premièrement, la France a été marquée récemment par la grève des éboueurs de la ville de Marseille. Elle a duré au total 1 semaine, mais comme elle a été faite par toute la profession, elle a engendré une accumulation de 8000 tonnes de déchets sur les trottoirs de la ville. Une habitante déplore alors qu'on y retrouvait rongeurs et relents. Mais pourquoi une telle interruption ? Le syndicat des forces ouvrières a lancé un appel à la grève suite à la décision de la métropole d'Aix-Marseille stipulant une hausse du temps de travail des éboueurs, à l'origine travaillant 3h30 par jour et devront dès le début de l'année œuvrer plus de 5h30 sans augmentation de salaire. Mesure inacceptable aux yeux des syndicats. En effet, une telle mesure ne peut être en vigueur dans une ville comme Marseille, plus pénible, plus difficile à maintenir qu'une autre ville lambda. La métropole explique que cette mesure, en affirmant qu'il en est de son ressort, qu'elle est simplement contrainte à la loi sur l'organisation du temps de travail des éboueurs. Mais quel a été le résultat d'une telle grève ? Il n'y a pas eu de réelle réponse. En effet, la métropole a proposé une baisse de 5% des heures aspirées et une hausse du salaire de 80 € brut par mois. Solution refusée par les syndicats, les 2 parties vont malgré tout continuer à négocier, ce qui pourrait néanmoins jusque-là prolonger la grève pour une durée indéterminée. Une autre profession est actuellement en grève, elle s'est déjà mobilisée plus de 6 fois depuis le début de l'année. On parle ici des sages-femmes qui ont été invitées par l'UNSSF à se mobiliser. L'appel est bien passé car on compte plus de 50% des cabinets sages-femmes libérales qui se sont initialés comme étant fermés, mais également 150 maternités ayant 100% de grévistes. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette contestation massive ? Les sages-femmes se disent épuisées par leurs mauvaises conditions de travail et déçues de la revalorisation salariale dont elles ont fait l'objet en début de mois. En effet, le ministre de la Santé, Olivier Véran, leur a annoncé une prime de 100 € net par mois, ce qu'elle trouve insuffisant au vu de leurs compétences considérablement élargies. Caroline Combeau, la secrétaire générale de l'organisation syndicale des sages-femmes, explique que cette mesure ne répond pas du tout à leurs attentes. Elle décrivent avoir surtout besoin de moyens humains. Elle demande en partie des nouvelles mesures, à savoir un élargissement et une reconnaissance de leurs compétences, une augmentation des rémunérations, tout mode d'exercice confondu, et un recrutement massif dans les maternités. Elle dénonce leur invisibilité auprès du système de santé. Elle révoque également être quasi systématiquement oubliée des discours autour du Ségur de la santé. Il faudra voir dans les prochains mois si, au vu de ces multiples mobilisations, les mesures précédemment mises en place vont être renforcées.